À la une ce soir, l'hôpital de Cayenne sous tutelle. La ministre de la Santé l'a annoncé aujourd'hui suite à une rencontre avec le président de la CTG et les parlementaires guyanais. Une direction provisoire chargée de remettre l'établissement sur pied sera mise en place dans les prochains jours. Des facturations importantes pour des interventions peu urgentes. Dans certaines régions de l'Hexagone, les pompiers coûtent cher. La mesure affole les syndicats. Certaines interventions sont déjà facturées. Chez nous également, le point à suivre. Et puis nous verrons le parcours des Domiens à l'École nationale d'administration pénitentiaire. Ils sont une poignée dans la promotion 2016 à se former pour devenir gardiens de prison. Ils travailleront d'abord dans l'Hexagone mais conservent l'espoir de revenir au pays un jour. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette session d'information. Avant de démarrer votre journal, nous allons retrouver par téléphone le président de la Ligue de football, Marcel Bafo. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Marcel Bafo, vous vous trouvez actuellement au stade Edmar Lama où va se jouer dans quelques minutes le match qui opposera les Yanadoko à l'équipe de Cuba. Match décisif de qualification pour la Coupe des Nations de la Caraïbe. À une demi-heure du match, quelle est l'ambiance dans le stade? Bonne ambiance, le public commence à arriver petit à petit. Donc on espère dans 30 minutes faire le plein. Et les supporters ont l'air déjà de répondre présents pour venir soutenir leur équipe? J'espère qu'on aura stade plein pour pouvoir poursuivre toute la sélection guyanaise ce soir. Alors en tout cas, Marcel Bafo, on le sait, c'est la dernière chance pour notre sélection. Les Yanadoko reviennent d'un long voyage depuis les Bermudes. Ils sont rentrés hier. Quel a été leur programme avant le match? Oui, nous sommes arrivés, la sélection est arrivée hier vers les 19h30, 20h. Ensuite, tout de suite, ça a été des bassins de récupération au centre médico-sportif. Ensuite, les joueurs ont rejoint leur hôtel. Et ce matin, ça a été repos pour pratiquement toute la délégation et certains qui avaient certains examens médicaux à passer, donc l'ont passé. Donc c'est bon, maintenant ils sont fin prêts pour affronter l'équipe de Cuba ce soir? Oui, je pense que tout le monde est prêt. Maintenant, on connaît les conditions concernant le voyage au niveau des Bermudes. Ça va se jouer au mental, ça va se jouer, comme diraient les jeunes, à l'arrache. Et c'est ce que nous souhaitons ce soir, que nos sélectionnés aient un cœur de lion pour pouvoir arracher cette qualification pour ce deuxième tour. On le souhaite aussi de tout cœur. En tout cas, une dernière question, Marcel Bafo. Cela fait 2 années que la Guyane se qualifie sans difficulté pour cette compétition. En cas d'échec, si vous me le permettez, comment les joueurs vont accuser le coup? Alors, pas obligatoirement sans difficulté, puisque à chaque fois notre parcours a été un parcours du combattant. Des fois, nous nous sommes qualifiés sur le fil. Là, on est exactement dans un des scénarios de l'année dernière, en 2014, en Haïti. À ce stade de la compétition, non, nous ne prévoyons pas de défaite, nous prévoyons de passer le tour, malgré les difficultés. La victoire coûte que coûte. Marcel Bafo, nous allons vous laisser rejoindre l'équipe avant le début du match. Merci pour cette intervention rapide avant de repartir pour l'ambiance. Nous reviendrons bien sûr sur les résultats du match dès demain. Merci Marcel Bafo. Revenons maintenant sur une autre actualité très importante. Aujourd'hui, la ministre de la Santé a tranché. Le centre hospitalier de Cayenne sera placé sous tutelle. Elle l'a annoncé suite à une rencontre avec le président de la CTG et les parlementaires guyanais ce matin. Une décision qui fait suite au rapport rendu par la chargée de mission Chantal de Singly. Le directeur de l'hôpital sera donc démis de ses fonctions et remplacé par une administration provisoire chargée de redresser le char. On fait le point avec Stéphane Alexandresco. Ce matin, à Paris, au ministère des Affaires sociales et de la Santé, la ministre Marisol Touraine a reçu le président de la collectivité territoriale de Guyane et des parlementaires pour évoquer les problèmes de santé en Guyane. L'objet de la réunion, c'était de mettre sur la table tous les problèmes de santé publique de la Guyane qui perdurent depuis des décennies et qui avaient été présentés il y a quelques semaines à Madame Touraine lors de sa visite ministérielle. Elle avait bien compris qu'il fallait mettre en place une mission, ce qu'elle a fait, notamment la mission de Madame de Singly, pour apprécier la situation sur le terrain. En effet, lors de son voyage en Guyane en février dernier, Madame Touraine a été alertée pour que soient résolus un certain nombre de problèmes liés au fonctionnement des hôpitaux guyanais. Aujourd'hui, à Paris, la ministre annonce que l'Inspection générale des affaires sociales, la LIGAS, va être missionnée pour apporter une réponse à ces problèmes.
Réponse aux problèmes de fonctionnement de l'hôpital de Cayenne, le CHAR, centre hospitalier André Rosemont, et également réponse aux problèmes de financement du CHOG, centre hospitalier de l'Ouest guyanais. Concernant le CHAR, la ministre propose effectivement qu'il y ait une administration provisoire qui se mette en place, ceci afin de rapidement faire un projet d'investissement pour le CHAR. Et concernant le CHOG, où des problèmes de l'administration ne se posent pas, c'est confirmer l'intérêt du gouvernement pour que le CHOG retrouve sa capacité de fonctionnement correctement et surtout de terminer en temps voulu le nouvel hôpital pour Saint-Laurent-du-Maroni. Mais là, nous espérons aujourd'hui, fort de ce débat fructueux, démocratique, que Madame la Ministre puisse très rapidement mettre en place un nouveau plan d'investissement qui puisse concerner à la fois la Guyane par rapport à l'offre de soins, par rapport à la croissance démographique, par rapport aux fractures géographiques et surtout donc à sa modernisation. Donc aujourd'hui, nous partons convaincus en tout cas de la mission de l'IGAS qui est annoncée pour la semaine prochaine, de l'administration provisoire pour l'hôpital de Cayenne et de la remise, on va dire, du fonds de roulement pour l'hôpital de Cayenne. Le manque d'équipements de santé n'est pas nouveau en Guyane. Les pouvoirs publics ont été alertés. Il semble que le gouvernement soit décidé à agir. Maintenant, la ministre, ce matin, nous a clairement fait la démonstration qu'elle a une vision globale de ce qui se passe sur le territoire de la Guyane. Elle a parfaitement compris les enjeux qui sont liés à la démographie galopante, qui sont liés à l'attractivité ou au manque d'attractivité du territoire, qui sont liés aussi aux problèmes de trésorerie que l'on rencontre dans tous les centres médicaux. Et donc je crois qu'à partir de maintenant, à travers l'administration provisoire qui sera mise en place et compte tenu qu'elle a annoncé un nouveau directeur dans quelques mois, nous estimons qu'elle nous a donné, elle a donné au corps médical les moyens de pouvoir reprendre le taureau par les cornes et faire en sorte qu'on trouve rapidement la porte de sortie. Une mauvaise nouvelle du côté de Trop Violence et l'association des usagers du CHAR. Ils souhaitaient le départ du directeur de l'hôpital de Cayenne, oui, mais pas dans ces conditions. Ils martèlent, c'est de 100 millions d'euros dont le CHAR a besoin et non d'une mise sous tutelle. On écoute leur réaction au micro de Xavier Paul Lepelletier. Ce n'est qu'une avancée par rapport à la situation dangereuse que nous vivons et nous continuons à vivre actuellement. On veut parler du paiement des fournisseurs. Cela n'a pas été réglé. Si nous ne sommes pas capables de nous mobiliser sur la problématique de santé en Guyane, sur quoi nous pourrons nous mobiliser? Et la difficulté aujourd'hui, c'est que ce n'est pas de dire que c'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est l'autre. C'est de dire qu'en somme, c'est un combat d'intérêt général, c'est un combat de la vie. On doit s'engager tous ensemble. Ça veut dire qu'en fait, on ne va pas se contenter des cadres parlementaires. On ne va pas se contenter de la majorité de la CTG. On ne va pas se contenter aussi tout simplement de quelques maires. On veut dire que les maires, les 22 maires de Guyane, vous êtes impliqués là-dedans. Nous attendons concrètement que les élus et l'ensemble des acteurs, notamment les associations et l'intersyndicale, puissent se retrouver sur une table pour ériger un projet sur la santé en Guyane, mais la Guyane tout entière. Et comment votre association définirait-elle ce projet? Actuellement, je ne peux pas donner les orientations, puisque moi-même je ne suis pas, comme je vous l'ai dit, médecin ou infirmier, agent hospitalier. Je ne suis qu'un président d'une association qui s'associe aux côtés des acteurs pour que nous puissions trouver les véritables réponses pour une amélioration dans la santé en Guyane. De l'inquiétude également quant à l'avenir des salariés de deux structures, la mission locale et l'IEDOM. Vous le savez, la première est engluée dans un déficit budgétaire depuis 2013 et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'IEDOM, est en passe d'être privatisé. Au cœur de ces changements se trouvent les travailleurs pour lesquels le syndicat CDTG-CFDT s'inquiète. Il a convié la presse ce matin sur ces deux dossiers. On fait le point avec Marie-Aude Kléber. À l'ordre du jour ce matin au local de la CDTG-CFDT Guyane, la situation de la mission locale. Les représentants des travailleurs craignent que ces derniers perdent leurs acquis sociaux et se retrouvent en sous-effectif. Nous comprenons qu'il faut que l'entreprise soit pérennisée, mais disons pas seulement en termes d'ajustement variable. Le personnel ne doit pas être un ajustement variable.
sur les conséquences d'une mauvaise gestion qui a eu lieu hier et avant-hier. Conscients des enjeux, nous sommes des acteurs sociaux. Donc nous demandons qu'on prenne en compte l'inquiétude des salariés, d'une part, et de voir avec eux comment avancer. Un autre dossier sur la table, la privatisation de Liedom. Leur inquiétude, la délocalisation des dossiers et les répercussions sur l'emploi. Nous refusons la délocalisation de la gestion de quelques dossiers que ce soit. Au contraire, pour les dossiers de surendettement, nous demandons à ce qu'on remette la permanence de Saint-Laurent en route et qu'on en mette une à Maripasoula et à Saint-Georges pour que les dossiers soient constitués en Guyane et continuent à être étudiés en Guyane. Même chose pour le suivi des entreprises, le soutien aux entreprises, et puis donc ce qui nous permettra de considérer que l'emploi ne doit pas évoluer, sinon à la hausse. Avant d'envisager le pire, nous allons nous attacher à mobiliser les parlementaires et les représentants des patrons, des chefs d'entreprise personne n'a intérêt à ce que cette évolution se fasse. Deux dossiers sensibles dont nous connaîtrons prochainement les issues. Le projet de Liedom sera présenté demain au Conseil des ministres, tandis qu'un conseil administratif aura lieu en avril pour la mission locale. Nous vous en parlions hier, plus de 400 € pour un ascenseur bloqué, 200 pour une chute à domicile. C'est ce que vont facturer les pompiers du Calvados désormais. La mesure fait crier les syndicats au scandale. Chez nous, ce n'est pas le cas, mais certaines interventions secondaires font déjà l'objet de facturation. Explication Maxime de la Houplière. Cet homme est en grande souffrance. Ses proches ont appelé les pompiers car une colique néphrétique l'empêche de marcher. Une intervention qui rentre parfaitement dans le cadre des deux missions principales du SDIS, les incendies et le secours aux personnes. Hors de question de la facturer. Il y a, disons, une tranche, je dirais, qui est discutable, ou même parfois, même dans nos missions obligatoires, il y a la notion d'urgence qui joue. Et parfois, on peut se rendre compte qu'on nous appelle pour au départ des choses qui apparemment seraient urgentes à l'appel, et en arrivant, on se retrouve à quelque chose qui ne nécessitait pas notre présence. Je prends pour exemple un exemple classique qu'on connaît ici, c'est que quelqu'un nous appelle pour sa femme qui est en train d'accoucher, presque au bord de l'accouchement final. Et quand on arrive, cette dame est bien debout avec sa valise à côté. En fait, elle attend le taxi rouge pour qu'elle se fasse transporter à l'hôpital. Et là d'ailleurs, indirectement, c'est payé par le biais d'une convention avec l'hôpital, parce qu'on est dans le cadre de la carence d'ambulance privée. Mais évidemment, c'est un exemple, entre guillemets, d'abus qu'on peut rencontrer. Pour lutter contre les abus, les pompiers de Guyane ont donc décidé de les facturer, comme la majorité des SDIS de France. En Guyane, la mesure ne date pas d'hier, puisqu'elle est appliquée depuis 1984. En cas d'appel injustifié, la facture oscille donc entre 40 et 510 fois le prix d'1 litre de carburant par heure d'intervention. Mais pour le vice-président du conseil d'administration du SDIS, il n'est pas envisageable d'aller plus loin. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour de mettre des tarifs comme ceux que nous avons entendus, comme vous tous, sur les médias, et à facturer chaque intervention des pompiers, parce que la mission des pompiers est une mission d'ordre public, c'est de porter assistance et secours à tous les citoyens sur l'ensemble du territoire guyanais, et c'est ce que les pompiers du 10 Guyane, en tout cas, font et font tous les jours de leur mieux. Les Guyanais peuvent donc être rassurés, le principe de gratuité des interventions repose sur une ordonnance royale de 1733. Elle n'a jamais été modifiée depuis. Tout autre chose maintenant, à chaque promotion de l'ENAP, son lot de domiens. Cette année, la 190e promotion de l'École nationale d'administration pénitentiaire en compte une poignée. Ces jeunes et moins jeunes d'ailleurs ont passé un concours pour être surveillants de prison. Après les 8 mois de leur formation, ils seront automatiquement affectés dans un centre de l'Hexagone. Ils espèrent toutefois rentrer au pays dès que possible. Yvan Forestier et Eric Dupuis. Depuis 3 semaines, Nicolas, guadeloupéen de mère martiniquaise, a quitté son île natale pour Agen et l'École nationale d'administration pénitentiaire. Cet ancien mécano de 26 ans a décidé de reprendre les études. Ce n'est pas facile car à peine arrivé en formation pour 8 mois, il a déjà des examens programmés. Ça se passe bien, il y a beaucoup de choses à réviser, beaucoup de choses à apprendre, mais bon, c'est le but du jeu on va dire. C'est voir qu'on a un métier, voir ce qu'on va faire dans la vie après, et voilà. Nicolas fait partie de la 190e promotion de surveillant pénitentiaire. Tout comme le Guyanais Hendrix, qui a décidé de passer le concours pour obtenir un travail stable en France. J'ai voulu passer le concours de surveillant pénitentiaire
afin de découvrir un autre milieu, le milieu carcéral, de gérer vraiment de l'humain. J'ai ma conjointe qui est en gendarmerie et qui a connu la Guyane il y a quelques années de cela. Et elle aimerait bien retourner. Donc pourquoi pas, mais pour l'instant non. À l'inverse de Hendrix, son camarade Jean-Michel, lui aussi guyanais et ancien gendarme, a choisi cette voie afin de rentrer plus facilement au pays. Je me suis engagé dans ce corps de métier parce que je pense que je peux m'adapter au monde pénitentiaire et justement pour pouvoir aussi rentrer, en espérant rentrer un jour en Guyane. Parce que mon rêve, c'est justement retourner dans mon département natal. Cette année, à l'ENAP, ils sont une trentaine de Domiens à avoir franchi les océans. Alors forcément, dans le campus, les originaires des Antilles et de la Guyane se regroupent. C'est toujours bien de se ressourcer quand même. On est loin du pays, donc rejoindre les Antilles pour parler notre langue, c'est toujours sympa. Pendant 8 mois, Nicolas vit ici dans cette chambre de 12 mètres carrés qu'il partage avec un Mahorais. Loin de chez lui, il sait qu'il ne reviendra pas tout de suite au pays. Vu que je suis en métropole, je suis là pour un petit moment. Donc mon but pour moi, c'est de travailler le plus, monter d'échelon. Pour après, par la suite, avoir beaucoup de points, peut-être dans 10 ans, 15 ans, si j'ai la possibilité de retourner au pays, j'y retournerai. En attendant, Nicolas pourra bénéficier de congés bonifiés tous les 3 ans et avoir un emploi stable qui commencera vraisemblablement dans un centre pénitentiaire de région parisienne. Restez avec nous dans quelques instants. Nous verrons les conseils de diététiciens pour retrouver la forme après les excès gourmands de la fête de Pâques. Et puis, nous verrons la découverte qu'ont effectué les élèves finalistes du programme Mon Euro 2016. Ils visitaient hier un bateau de croisière aux îles du Salut. Images et reportages à suivre dans quelques instants. Mais d'abord, ce fait divers, un homme de 38 ans a été tué par balle hier soir à son domicile, cité Petit Manoir au Lamentin en Martinique. L'auteur présumé des coups de feu aurait tiré à plusieurs reprises. Les faits se seraient déroulés très rapidement. Une enquête a été ouverte. Pour le moment, les enquêteurs privilégient la piste du règlement de compte. Loïc Régis et Michelet François. 19h30 hier soir, 5 détonations retentissent sur la terrasse de cette maison. Un homme de 38 ans est touché à 3 reprises, à la joue, au thorax et à la clavicule. Grièvement blessé, il décédera quelques minutes après. Le tireur présumé s'est présenté devant son domicile, menaçant la compagne de la victime pour que celle-ci sorte de la maison. Sans dire un mot, l'agresseur cagoulé aurait immédiatement ouvert le feu avant de repartir à pied. On a entendu des coups de feu. Je suis allée regarder par la vitre et quand j'ai vu la dame qui sortait, elle criait « On a tué mon fils, on a tiré sur mon fils, on a tiré sur mon fils ». Et tout de suite, je suis descendue voir et effectivement, il était couché par terre. Il ne parlait pas, il était couché par terre. Le matin et soir, on le croisait. Il était là. C'est dur pour nous, pour la mère aussi, pour tout le monde. La victime est défavorablement connue des services de police. La piste du règlement de compte est privilégiée. Une enquête a été ouverte. Elle sera menée par le SRPJ. Pour le moment, l'auteur des coups de feu est toujours en fuite. Retour chez nous, vous êtes nombreux à tenter de reprendre une alimentation saine après 2 jours de bouillon wara et de chocolat. Pour tenter d'apaiser son foie et nettoyer son organisme, certains optent pour les remèdes créoles et d'autres pour des techniques de nutritionnistes afin de retrouver la ligne et surtout la forme. Voici quelques conseils professionnels recueillis par Mia Pierre. Chocolat, bouillon wara, alcool, bonne chère, les fêtes de Pâques sont passées. Plat typique d'ici, très riche en lipides, consommé une seule fois dans l'année, le bouillon wara était sur presque toutes les tables. Beaucoup en ont eu pour leur compte et dans l'excès. Suite à cette période, le corps est fatigué, la reprise peut être difficile. De nombreux conseils sont alors prodigués. On préconise des ampoules à base d'artichaut, de radis noirs, tout ça, pour purifier le foie. Mais alors là, ce sont des ampoules, on fait une petite cure sur 3 semaines. Donc la personne enlève toutes les impuretés du foie. Par contre, spontanément, on leur dit de se mettre un petit peu à la diète et de prendre, par exemple, du citrate de bétaïne, un avant pour nettoyer, pour faire descendre, et un après le repas. Pour compenser les excès provoqués, il faut donc nettoyer son corps de l'intérieur afin de retrouver santé et vitalité. Il est également essentiel de reprendre de bonnes habitudes alimentaires en augmentant sa consommation de légumes verts et de fruits. Les fruits, on en a beaucoup en Guyane et des légumes, même chose. Donc ça peut être haricots verts, salade, concombre, giromon, christophine, haricots kilométriques, etc. Donc on peut les consommer crus, cuits, en
en gratin. Aussi reprendre une activité physique, voire s'y mettre si ce n'est pas déjà fait. Il faut privilégier des aliments qui vont lutter contre l'inflammation. Donc par exemple, plutôt diminuer tout ce qui est viande et produits laitiers. Pour remplacer la viande, on peut plus aller par exemple vers le poisson. S'il vous reste un peu de bouillon wara, il est conseillé de le consommer le midi afin de laisser le corps au repos le soir. Place maintenant à l'émerveillement, celui des élèves finalistes de Mon Euro 2016. Une dizaine d'écoliers en classe de CM1 et CM2 ont eu la chance de visiter le Lyrial, dernier yacht d'une compagnie de croisière. Le bateau était pour la première fois hier aux îles du Salut, où il faisait une escale après un long périple. Récit de la journée avec Xavier-Paul Lepelletier. Les enfants, regardez. Les enfants, je vous présente donc la personne la plus importante du bateau. Le commandant, le capitaine. Terre de Feu, Uruguay, Brésil et hier les îles du Salut, ce sont les précédentes escales du Lyrial, dernier né des yachts français, inauguré il y a moins d'un an par la compagnie des îles du Ponant. Pour les élèves de Rémire Montjoly, finalistes de Mon Euro 2016, c'est l'occasion de découvrir un navire exceptionnel. Nous tenons à vous remercier de votre accueil dans votre magnifique paquebot de 5 étoiles, le Lyria. À peine à bord, les futurs collégiens n'en reviennent pas. Là, c'est le paradis. Et si pour les ponts ouverts au public, tout n'est que luxe, calme et volupté, c'est en salle des machines que l'on prend conscience de la puissance du bateau. Ici, l'espace les membranes, les tubes sont là, c'est pas des fusées spatiales. Pour Eugène Epailly, qui dirige le projet, c'est l'aboutissement de 2 ans d'initiative. On a offert du rêve aux enfants de Guyane. Nous avons offert du rêve aussi aux 2 habitants de Camopi qui étaient présents à bord. Il manquera que les enfants de Camopi, mais l'année prochaine, nous allons rétablir l'équilibre. Donc c'est une journée extraordinaire qui nous a permis de rencontrer le dernier paquebot né luxueux français. Et donc les enfants ont pu bouger les lignes de l'horizon intellectuel et de voir qu'il y a des choses qui se font dans le monde entier et au-delà de leurs frontières. Et c'est une manière de leur donner du goût aussi pour les études, du goût pour la connaissance. Je suis allée sur le paquebot, un paquebot qui s'appelle le L'Oréal. Et alors, qu'est-ce qui t'a impressionné là-dessus? On était bien accueillis, il y avait des belles chambres. Le manger était très bon, il y avait des cocktails, une piscine. C'était bien, ça m'aurait plu de faire une croisière dans ce bateau pour aller à Miami. Après avoir mouillé en Antarctique, il y a quelques jours à peine, le Lyrial est en ce moment même en train de rejoindre l'embouchure de l'Orénoque pour y achever son expédition naturaliste. Ainsi s'achève votre journal local. Tout de suite, l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. À tout à l'heure.